Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du jeudi 1er février 2024. Dans les actualités de ce jour, page politique pour commencer. Aujourd'hui, le Premier ministre a présenté aux parlementaires le programme défini dans la politique générale de l'État ou du PGE. Il est défini dans le calendrier de travaux quinquennal de cette année 2024 à 2028. Certains travaux doivent être achevés dans un délai de 100 jours. Reportage de Ratraman Zatouf et Anzara Razonaville. Il est déterminé par la Constitution que le Premier ministre doit présenter au pouvoir législatif le programme défini dans la politique générale de l'État ou le PGE. Aujourd'hui, cela a été réalisé. 3 piliers principaux sont définis dans la politique générale de l'État, à savoir la mise comme priorité fondamentale l'aspect humain, la promotion de l'industrialisation et de la transformation économique, la bonne gouvernance. Tous les secteurs tels que l'éducation, la santé, l'énergie et d'autres sont abordés dans la politique générale de l'État. Cette politique détermine l'ensemble des travaux du gouvernement, a déclaré aujourd'hui le Premier ministre, et c'est au tour du gouvernement de réaliser les travaux de développement spécifiés dans le PGE pour apporter le développement et améliorer le niveau de vie du peuple malagasy. La politique générale de l'État qui leur a été présentée aujourd'hui à l'Assemblée nationale a été approuvée par les députés. Et puisqu'on a parlé de travaux dans les 100 jours lors du Conseil des ministres d'hier, la présentation des priorités de chaque ministère au cours des 100 prochains jours s'est poursuivie. Les membres du gouvernement se sont également vus présenter la feuille de route pour gérer chaque département et la mise en œuvre de la politique générale de l'État. Les détails avec Cécile. Pour le ministère de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, dirigé par le ministre Nene Titouane, le discours du président de la République a marqué le renforcement des efforts à mener en matière foncière à Madagascar, ce qui est très urgent pour la population. Il est donc nécessaire de procéder à l'amélioration des méthodes de travail du ministère afin d'éradiquer le détournement des terres publiques et le réseau de fraudeurs dans ce secteur. L'objectif est d'avoir une transparence totale sur tous les domaines publics. Dans un délai de 90 jours, il sera procédé à la campagne de mise à jour des demandes de terres publiques en modifiant les lois et règlements qui la régissent. Par conséquent, toutes les demandes de terrain domanial seront suspendues pendant cette période. La coopération entre les différents ministères qui ont des projets gouvernementaux sur le domaine public dans l'exercice de leurs tâches respectives sera également instaurée afin qu'il n'y ait pas de conflit et il sera procédé immédiatement à la vérification de tous les documents pertinents. Le plan local d'occupation du sol sera élaboré sur toute l'île pour harmoniser la répartition des terrains domaniaux et il devra être approuvé par le Conseil des ministres. Il utilisera la technologie et l'informatique systématique pour permettre un contrôle légal de cette distribution. La distribution de cartes foncières se poursuivra également à travers le projet CASEF en collaboration avec la Banque mondiale. L'objectif est de distribuer 1 400 000 cartes avant fin juin 2024. En matière d'aménagement du territoire, l'examen des demandes de permis de construire jusqu'à présent en attente sera achevé dans les 10 prochains jours. Ces subventions aideront les entrepreneurs qui ont postulé pour les travaux de développement qu'ils envisagent de réaliser. L'utilisation du budget public dans les collectivités décentralisées doit suivre des normes claires. Dans cette manière, il y aura la formation des responsables locaux et l'établissement d'un catalogue des normes qui doivent être suivies dans la construction d'infrastructures. Le président de la République a donné consigne de continuer à renforcer la lutte contre les fraudeurs du foncier public et privé. La mise en œuvre de ces changements permettra de réaliser le plan de développement qui vise la proximité et à apporter des solutions à leurs problèmes quotidiens. Le président de la République a confirmé qu'il n'y aura aucune pitié pour le vol et l'accaparement des terres, ainsi que pour toute forme de corruption. Par ailleurs, la promotion des services publics doit commencer par un assainissement des différents services gouvernementaux. Continuer dans cette voie restaurera la valeur du service public et mettra en valeur les citoyens qui sont prêts et disposés à effectuer leur travail efficacement. Afin de relever ce défi, les employés du ministère de tutelle se rendront dans tous les ministères et institutions gouvernementales de chaque catégorie et procéderont à un inventaire et à une vérification des compétences de chaque fonctionnaire. De plus, si nécessaire, il sera procédé à la redistribution des fonctionnaires au sein des institutions gouvernementales qui existent déjà sur toute l'île. Cela sera fait pour que tous les fonctionnaires aient le bon emploi en fonction de leurs compétences. Des mesures doivent également être prises contre certains fonctionnaires qui ne respectent pas les règles régissant la fonction publique.
Ainsi, dans un délai de 3 mois, il faudra procéder à la convocation de toutes les personnes concernées pour qu'elles se présentent devant le conseil de discipline. Le recrutement de nouveaux fonctionnaires sera suspendu pendant cette période. Il sera également procédé à la révision de la loi régissant la catégorie d'employés de l'État, appelés agents de l'État, et en conséquence, des consultations auront lieu avec les organisations impliquées. De nombreux secteurs proposeront des formations spécifiques ou des formations professionnelles continues pour favoriser la mise en place de plans de reconversion des fonctionnaires. L'objectif est d'adapter la fonction publique aux besoins du gouvernement dans la mise en œuvre du plan du développement du pays. Pour sa part, le ministère de la Communication et de la Culture a élaboré la feuille de route auquel il travaille. Dans les actualités de ce jour également, l'État malagas est actuellement en cours de mise en place de la société en charge de la gestion et l'entretien du stade Barea Mamasne qui s'appellera Société de patrimoine 15 Barea SA. Par conséquent, l'appel d'offres en ce sens a été lancé et annoncé aujourd'hui. Le conseil d'administration au sein duquel siègent les représentants de la CUA, du SENVH et du ministère de l'économie et des finances. Reportage sur les images de Zahra Ranjans. La garantie faisant suite à la construction du stade Barea Mamasne a expiré l'année dernière. Le gouvernement malgache sera donc désormais responsable de la gestion et de l'entretien du stade. Comme il s'agit d'un projet à grande échelle qui respecte les normes internationales, il est nécessaire de créer une société pour s'en occuper. De plus, la gestion du stade requiert un travail quotidien comme toute entreprise. Si le conseil d'administration et ses membres sont déjà là, la mise en place de la société dénommée Société de patrimoine 15 Barea SA est en cours d'élaboration. Pour ce faire, le conseil d'administration lance un appel d'offres pour le recrutement du directeur général, du directeur administratif et financier, du directeur commercial et du partenariat, et du directeur technique et de maintenance. Le vendredi 12 février à midi sera la date limite de réception des documents pour les personnes intéressées par l'appel d'offres à la Société de patrimoine 15 Barea SA. Dans cette optique, il est à rappeler que les événements sportifs comme le football, le basketball, le volleyball, l'athlétisme, la pétanque sont la priorité pour le 15 Barea étant donné que c'est une infrastructure sportive. Néanmoins, de nombreuses infrastructures y ont été construites comme les chambres d'hôtel, les restaurants, les food courts, les sous-gradins au nombre de plus de 50 qui sont exploitables à des fins commerciales et sportives, mais aussi les bureaux des fédérations sportives. Ces derniers n'ont pas encore été exploités, l'objectif est donc de permettre au stade de tourner et de faire entrer de l'argent. Les autres disciplines peuvent aussi utiliser les sous-gradins, surtout ceux qui l'ont déjà utilisé, comme l'a indiqué le président de la République, mais cela en respectant les conditions et les normes du stade. On peut également envisager que le stade soit ouvert aux événements sportifs locaux, en plus des matchs internationaux, souligne la PCA de la Société de patrimoine 15 Barea SA. 30% des feuilles de route établies par le Conseil national pour la facilitation des échanges ou CNFE ont été réalisées à ce jour selon le directeur général de la douane. L'objectif n'a pas été atteint car le calendrier s'est terminé en 2023. L'amélioration des procédures a été discutée lors de l'Assemblée générale du CNFE hier et aujourd'hui. Reportage de Ruth Christelle Rakout-Malal et Yves Janel. 18 programmes ont été établis pour faciliter les échanges commerciaux entre Madagascar et les pays étrangers, d'après la feuille de route définie par le Conseil national de facilitation des échanges ou CNFE pour l'année 2019-2023. Cependant, seulement 30% d'entre elles ont été réalisées selon le directeur général de la douane, Langanazafana Ernest. Il est nécessaire d'apporter des améliorations, y compris la facilitation de tous les processus impliqués dans l'importation et l'exportation de marchandises, car c'est ce qui rend les prix des marchandises moins chers et plus accessibles sur le marché. C'est aussi l'un des composants qui garantissent l'économie du pays. Des efforts sont déjà effectués par la douane, notamment en accélérant les délais de dédouanement des marchandises au port. Le manque de dispositifs adéquats pour le transport maritime rend également difficile nos relations commerciales avec les pays étrangers, toujours selon les explications. L'extension du port de Tuamasne devrait permettre de développer le système de cabotage maritime national et permettrait d'accélérer les opérations de transit. Lors de l'assemblée ordinaire du CNFE, tenue hier et aujourd'hui à Ivanj, il a été fait état des différentes collaborations avec la BAD, le CNUCED, les douanes, l'Organisation mondiale du commerce.
Il a également été annoncé qu'une mission spéciale sera effectuée pour aider à établir la stratégie nationale de facilitation des relations commerciales à Madagascar. Dans les actualités sociales, aujourd'hui, 1er février, a été célébrée la journée des sous-officiers des forces armées malgaches. Cette date marque la mise en place de la première école de sous-officiers en 1963. De ce fait, cette date a été adoptée comme journée des sous-officiers dans toute la grande île. Les sous-officiers sont un élément vital de l'armée car ils reçoivent et exécutent tous les ordres de leurs supérieurs à tous les niveaux. C'est Charangenas, Bras de Nilsson. Le 1er février est la journée dédiée aux sous-officiers de l'armée malagasy. D'après l'histoire, le 1er février 1963, l'école de formation des sous-officiers a été établie à Fort-du-Chêne, dont le nom était encore à cette époque Corps du service civique. Et ils ont pris cette date pour célébrer la fête des sous-officiers. Les sous-officiers sont des responsables de toutes les tâches au sein de l'armée. Ils reçoivent et exécutent tous les ordres de leurs supérieurs à tous les niveaux. Ils assurent donc le fonctionnement des tâches au sein des militaires. Pour les sous-officiers dans l'état-major des armées, la journée des sous-officiers d'aujourd'hui a été marquée par des activités de sensibilisation et des activités sportives, des rassemblements et un déjeuner. Les discussions avec la population et la mise en place des stratégies de lutte contre l'insécurité dans la région du Bouéni de Ménabé se poursuivent. Le travail a déjà porté ses fruits car le nombre des cas a diminué alors que les attaques et les enlèvements se produisaient presque quotidiennement dans le district de Mahab ou Belo sur Tiribine auparavant. La population pourra vaquer à ses occupations car la sécurité sera rétablie, a déclaré le colonel Fanny Varson lors de sa visite à Timafa, na Belo sur Tiribine. Reportage de Anienne Martina. 32 cas d'attaque de Da'al ont été recensés depuis le mois de novembre 2023 jusqu'au mois de janvier dernier dans la région de Ménabé. Les vols de bétail et les enlèvements sont les plus nombreux et les districts de Mourndave, Mahab et Belo sur Tiribine sont les plus ciblés. Dans cette dernière localité, plus précisément, la population s'en est plainte car les vols et les actes de banditisme perpétrés par les Da'al se succédaient à tel point que bon nombre parmi la population ont migré. La restauration de l'insécurité de la population était donc une priorité. Les actions en ce sens effectuées par le groupement de Ménabé ont commencé par la commune de Tsimaaf. Des stratégies ont été mises en place par les gendarmes pour éradiquer ces actes de banditisme. Le but est de pouvoir remettre de l'ordre dans la vie quotidienne de la population et d'éradiquer les attaques de Da'al dans la région Ménabé, selon les explications. Parlons à présent météo. Il va pleuvoir davantage dans la partie sud-est de l'île dans les 2 prochains jours, selon les prévisions du service de la météorologie. Il y aura une forte baisse des températures pour le centre du pays et la partie sud, selon Madagascar Météo. Le point avec Fanjassiana Mireille. Les orages arrivent à nouveau en force dans le sud de Madagascar, apportés par le cyclone. Cela provoque davantage de précipitations selon les prévisions du service de la météo. Une alerte concernant une augmentation des pluies est lancée dans les districts de Mananzar, Nusvark, Manakar, Vuipen, Farafangan, Vangenjan, où les précipitations pourront atteindre 50 à 80 mm en 24 heures. En général, la mousson conditionne les conditions météorologiques pour la partie est et le centre du pays. En revanche, les orages prendront de l'ampleur du côté ouest, surtout en soirée. On estime qu'il y aura une forte baisse de température pour le centre et la partie sud de Madagascar. Samedi, la température devrait augmenter selon la direction météorologique de Madagascar. Dans les actualités internationales, alors que le monde agricole exprime sa colère en France et en Europe, les négociations de l'UE avec les pays latino-américains du Mercosur, Brésil, Paraguay, Uruguay, Argentine, passent mal. Cet accord commercial de libre-échange serait censé faciliter les exportations européennes vers l'Amérique du Sud, mais aussi les importations sud-américaines vers l'Union européenne. La France n'en veut pas, mais l'Allemagne y tient. France 24. Le marché commun du Sud, plus connu sous son acronyme Mercosur, est une grande alliance économique et politique en Amérique du Sud. Un bloc regroupant le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay, fondé en 1991 dans le cadre du traité d'Asunción. Une immense zone de libre-échange à laquelle sont associés d'autres pays comme la Colombie,
le Chili, le Pérou ou encore la Bolivie. Plus de 3 décennies après sa création, le Mercosur est aujourd'hui le 3e bloc économique mondial en termes de volume d'échange. Il se place juste derrière l'ASEAN, regroupant les États-Unis, le Canada et le Mexique, et l'Union européenne. En quelques chiffres, c'est un marché cumulé de 295 millions de personnes, avec un PIB combiné de 3 000 milliards de dollars, ce qui représente plus de 80% du PIB total de l'Amérique du Sud. Avec un impact économique qui dépasse ses frontières, le Mercosur a signé plusieurs accords commerciaux pour étendre son influence dans le monde, et notamment avec la Chine, qui est devenue ces dernières années le marché le plus important pour les Sud-Américains. Dans l'agroalimentaire, avec un géant chinois moins regardant sur les réglementations, mais aussi dans les secteurs de la technologie et de la santé, les investissements dans les infrastructures et les capitaux. Des relations économiques au détriment de l'Europe, longtemps le plus important partenaire commercial du Mercosur. L'Alliance a signé un traité avec l'UE en 2019, visant notamment à abaisser les barrières tarifaires. Quelques 300 000 tonnes de viande bovine et porcine et de volaille viendraient inonder le marché européen. L'accord n'a jamais été ratifié, car plusieurs pays, dont la France, s'y opposent, en raison entre autres de son coût environnemental et de la concurrence déloyale qu'il représenterait, selon les agriculteurs européens. L'Arménie est formellement devenue État partie de la Cour pénale internationale, une décision que la Russie, son allié traditionnel, a jugée inamicale puisque Erevan est désormais tenu d'arrêter le président russe s'il met le pied sur son territoire. France 24. Compter sur la Russie pour se protéger, une erreur stratégique pour le Premier ministre arménien. Donc acte, 3 mois après l'entrée du drapeau de l'Azerbaïdjan dans l'ancienne capitale du Haut-Karabakh et l'exode des 120 000 habitants arméniens du territoire séparatiste, l'Arménie rejoint la Cour pénale internationale. La décision de rejoindre la Cour pénale internationale n'est pas dirigée contre la Russie, mais vient de notre besoin et de notre droit souverain d'assurer notre sécurité contre les menaces extérieures. Car au-delà des considérations stratégiques, il y a un effet collatéral à cette adhésion à la CPI. L'Arménie se voit obligée d'arrêter Vladimir Poutine si jamais il met un pied sur son territoire à cause du mandat d'arrêt émis par la Cour contre lui en mars 2023 pour déportation d'enfants d'Ukraine. Sur le fond, ce que l'Arménie reproche à la Russie, c'est de ne pas avoir empêché l'invasion du Haut-Karabakh, malgré 2000 soldats russes présents dans la région et un accord de défense entre les deux pays. Et ce dont a peur désormais l'Arménie, c'est que l'Azerbaïdjan envahisse le corridor de Zangezur, situé à l'extrême sud du pays, pour relier son territoire à l'enclave azerbaïdjanaise de Nakhitchevan. Être membre de la CPI lui permettrait, le cas échéant, de porter plainte pour crimes d'agression, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. L'adhésion de l'Arménie à la CPI vient principalement d'un désir de protéger son territoire, mais Yerevan n'exclut pas des mesures de rétorsion de la Russie. Et le Hamas examine une proposition d'accord de trêve avec Israël à Gaza comportant 3 phases et prévoyant un cessez-le-feu de plusieurs semaines. Le projet de trêve se constitue en plusieurs phases et comprend la libération d'otages, la livraison d'aide humanitaire à Gaza, notamment des médicaments et des négociations sur le retrait des forces israéliennes de certaines zones de la bande de Gaza. Toujours un reportage de France 24. Un projet de trêve sur la table des négociations et l'espoir qu'un accord sera rapidement trouvé chez les Gazaouis. Car sur place, la situation devient intenable. En témoigne l'hôpital Nasser de Khan Younes. Comme chaque jour, le personnel soignant doit faire des miracles avec du matériel obsolète. Actuellement, au complexe hospitalier Nasser, nous manquons de beaucoup de choses à cause du siège. Des instruments médicaux, de la gaz qu'on réutilise plusieurs fois. Nous manquons également de plateaux de stérilisation médicale et nous utilisons souvent le même. Nous effectuons également le processus de stérilisation nous-mêmes. Il n'y a pas d'endroit dédié à la stérilisation. Ismaël Haniyeh, chef du Hamas en exil, a confirmé que le mouvement islamiste palestinien
étudier la proposition élaborée par les États-Unis, Israël, le Qatar et l'Égypte. Selon une source du Hamas, cette proposition s'articule autour de 3 phases. La première, une trêve dans l'offensive israélienne sur Gaza sur une période de 6 semaines en échange de la libération d'otages civils, notamment des personnes âgées, des femmes et des enfants. Des livraisons importantes de nourriture et de médicaments à Gaza seraient également prévues. Si le cessez-le-feu était respecté, une deuxième étape vise à la libération de soldats réservistes, c'est-à-dire tout homme adulte israélien étant susceptible d'être appelé comme réserviste retenu à Gaza. En échange, le Hamas réclame la libération de prisonniers palestiniens. Enfin, la dernière phase porte sur l'échange des corps des personnes décédées et un accord concernant le contrôle des postes frontaliers de Gaza. Fin novembre, un premier cessez-le-feu d'1 semaine avait permis la libération de 105 otages israéliens retenus à Gaza, échangés contre 240 prisonniers palestiniens détenus en Israël. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bon suite de programme sur Viva. À très bientôt. Au revoir.